Bonjour à tous. Nous allons ouvrir ce congrès, ces Journées nationales d'études pour la 68e fois, en commençant par Monsieur l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques, Monsieur Barrière. Merci et bonjour à tous. Alors, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est toujours un plaisir pour un inspecteur d'académie. Il n'a peut-être plus beaucoup de temps à rester inspecteur d'académie puisque la retraite est proche, mais c'est justement mon anniversaire aujourd'hui. C'est une raison supplémentaire. Bon anniversaire 64 ans, donc la sojourne que nous aurons, si possible, plutôt bien orientée, et ça nous rappelle un propos qui nous rassemble aujourd'hui. Bon, je crois que nous vivons en ce moment, vous le savez, pas seulement depuis le rapport PER, le rapport Charvet, enfin la mission Charvet récemment, pose un certain nombre de sujets sur la table à propos de l'orientation. Ça n'est pas nouveau, c'est une question dont on peut penser qu'elle est dans le système éducatif pendante, ou en suspens, ou en attente de rebond. Enfin, je ne sais pas comment il faut dire les choses, mais en tout cas, ça n'est pas neutre. C'est même quelque chose de fondamental, et singulièrement dans ce département, qui a la caractéristique d'avoir, enfin, en tout cas, c'était particulièrement visible lors des évaluations de CE1 et CM2 de 2010, c'était le premier département de France au niveau des résultats. Premier. J'étais dans les Hautes-Alpes à l'époque, je ne suis pour rien, donc c'est un phénomène ancien. Donc des résultats excellents, partout, aux évaluations, aux examens, mais une ambition scolaire, une suite d'études, jusqu'à la moyenne. Alors, dans un territoire où finalement, quand même, c'est joli, c'est beau, on mange bien, c'est un peu excentré, il faut quand même se poser la question, dans le tropisme à la fois basco et arnais, il n'y a pas de nom pour désigner les habitants des Pyrénées-Atlantiques, savoir si finalement il n'y a pas scandale quand on a de si bons résultats à avoir de si faibles perspectives. Et si les plafonds de verre qui peuvent exister, ça et là, ne pèsent pas lourdement, et si on ne laisse pas, peut-être, des déterminismes à l'œuvre peser fortement. Alors, je n'incrimine personne, je dis simplement qu'il y a là un processus auquel chacun s'attelle, et qui peut faire que dans des territoires, ça et là, encore en 2012, 2013, il y avait des taux de passage en seconde GT qui étaient à peine 30%, alors que dans d'autres, on était à 60, 38, 70. Alors, entendons-nous bien, le but n'est évidemment pas de dire qu'il y a des bonnes filières et des filières qui seraient moins bonnes, vous le savez bien, mais pour autant, quand tout le monde veut dans une même région faire du pastoralisme ou du Outre-Nation, qui parfois est un peu le cas de Saint-Étienne et Baïgori, pour ne citer que ces endroits-là, si en plus on ne vise pas beaucoup au-delà du bac pro, il faut quand même se demander si on n'est quand même pas dans une forme de prison mentale pour laquelle l'éducation des choix pourrait avoir un vrai rôle. Donc je crois que le métier, la fonction d'abord dans un premier temps, et le métier par ailleurs que vous représentez, n'a peut-être jamais été aussi important, même s'il est clair que l'orientation doit être l'affaire de tous, qu'elle l'est d'une certaine manière de facto, et c'est heureux que les professeurs considèrent que ce n'est pas quelque chose à externaliser absolument. Ils sont forcément partie prenante, puisque depuis le rapport PER, on sait qu'ils sont particulièrement écoutés, les professeurs principaux, dans leur rôle de prescripteurs. Et cela dit, on a besoin de spécialistes, on a besoin de personnes qui, par leur métier, connaissent les élèves, connaissent les problématiques, connaissent les enjeux, et pour ne pas se laisser peut-être partager ou écarteler entre la question purement psychologique ou purement équationniste, pour le faire de manière simple, et parfois un peu comme ça que le débat peut être caricaturé, mais on a sans doute besoin d'une réflexion profonde entre professionnels et en dialogue bien sûr avec tout le système éducatif, qu'il soit pour la partie information désormais de la responsabilité et de la compétence de la région, en sachant que l'orientation reste bien une compétence d'État et que nous avons besoin de tous ceux qui y concourent pour faire en sorte que, faire bien l'homme et l'humain en quelque sorte, et faire en sorte que les choix faits par les élèves ne soient pas les produits d'un contexte et qu'ils soient aussi éclairés que possible, aussi larges que possible, bref, qu'on ait les mêmes chances d'évoluer vers tel ou tel métier, quel que soit l'endroit où on a eu la chance de se naître. Bon, ça c'est une belle chance, évidemment.
Donc merci du travail que vous faites en tant qu'association, merci de ce que vous ferez pour le pays tout entier et pour les Atlantiques en particulier, bien sûr. Par contre, ça ne va pas bien n'importe, mais j'ai quand même encore quelques intérêts, même si c'est pour peu de temps en termes fonctionnels. Et j'espère que vous avez passé des journées fructueuses de réflexion qui vous ramèneront dans vos structures riches d'idées, riches de projets, car je crois que le système éducatif en a besoin. Merci à vous. Bon séminaire. Je ne peux malheureusement pas rester davantage ayant un rendez-vous avec le maire de Biarritz pour les questions de carte scolaire, mais je suis de tout cœur avec vous dans toutes les actions. Merci. Bon courage. Merci. Alors. Bon anniversaire. D'accord. Donc il est Jean-François. Oui, il va. Donc pour faire suite au discours de monsieur l'inspecteur d'académie, nous avons reçu une petite vidéo du ministre, monsieur Blanquer. On sent la hâte de la regarder exécuter. Mesdames et messieurs les psychologues de l'éducation nationale, mesdames, messieurs, je veux saluer l'organisation de ces rencontres auxquelles vous tenez et qui sont si importantes. Je veux d'abord saluer Sylvie Amissi, la présidente de l'association APSI-EN, et saluer l'ensemble des psychologues de l'éducation nationale qui sont présents aujourd'hui, ainsi qu'évidemment les partenaires. Je sais que les journées d'études que vous organisez chaque année au mois de septembre, et ce depuis de nombreuses années, constituent un moment particulièrement important. C'est important pour votre association, pour chacun d'entre vous, et donc je vous remercie de m'offrir l'opportunité de m'exprimer à cette occasion et de vous dire l'importance que j'attache à vos missions. Dans le cadre de la loi pour une école de la confiance, vous savez qu'il y a l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans, il y a aussi l'obligation de formation entre 16 et 18 ans. Ce sont deux dispositions de justice sociale envers les élèves les plus fragiles pour prévenir la difficulté scolaire, mais aussi pour prévenir le décrochage scolaire. Et donc en m'adressant à vous, je sais que je m'adresse à des personnels engagés, soucieux d'enrichir leur expertise pour accomplir le mieux possible leur mission et pour permettre justement de lutter contre les inégalités sociales dans notre école, les difficultés scolaires, et pour être à l'amont et à l'aval de ce système pour tout simplement faire réussir les enfants et les adolescents. La richesse du programme de vos journées d'études témoigne de cela. Le thème que vous avez choisi cette année, le psychologue à la croisée des demandes, traduit bien la position qui est la vôtre dans le système éducatif. C'est une position pivot, puisque vous êtes un acteur très sollicité qui doit répondre à de multiples demandes, parfois de nature très différente. C'est ce qui fait aussi l'intérêt et la richesse de votre mission. Les missions que vous exercez dans le premier et le second degré couvrent en effet un spectre très large, qui va du traitement des questions d'adaptation scolaire et jusqu'au conseil, à l'accompagnement en orientation, sans oublier bien sûr votre contribution essentielle dans le cadre de la prévention de la difficulté scolaire et aussi de la lutte contre le décrochage scolaire dès le plus jeune âge. S'agissant du premier degré, vous le savez, nous sommes au cœur d'une priorité fondamentale, la première des priorités. Vous êtes pleinement à la manœuvre pour mener des actions spécifiques, pour prévenir les difficultés d'apprentissage, les risques de désinvestissement ou de rupture scolaire, alors même que nous souhaitons que tous les élèves sortent de l'école primaire en maîtrisant les savoirs fondamentaux et en étant épanouis et en respectant autrui. C'est aux côtés des enseignants, aux côtés des parents d'élèves, que vous élaborez les projets d'aide spécialisée pour les élèves en difficulté d'apprentissage, mais aussi les projets personnalisés pour les élèves en situation de handicap. Et donc, votre rôle est essentiel dans cette école primaire avec vos compétences psychologiques fondamentales. S'agissant de l'orientation, vous le savez, le gouvernement a engagé une transformation profonde de son organisation, de façon à permettre à chaque jeune, tout au long de son parcours, au collège, au lycée, de faire des choix éclairés qui le conduisent vers la réussite. Le nouveau rôle confié aux régions en matière d'information sur les métiers et sur les formations, la mise en place d'un horaire dédié à l'orientation dès la classe de 4e, et ce jusqu'en terminale, nous impose à tous de définir de nouvelles modalités d'action. Et c'est pour envisager ces nouvelles modalités que j'ai confié à Pascal Charvet une mission spécifique, vous le savez, je pense que vous avez lu son rapport qu'il a élaboré avec Michel Lunier et Didier Lacroix. Eh bien, c'est sur la base de ce rapport que j'engage une concertation avec les organisations syndicales et professionnelles actuellement.
Ce n'est qu'après avoir entendu l'ensemble des organisations de personnel que je prendrai les décisions qui s'imposeront. Elles iront évidemment dans le sens de l'intérêt des élèves et de tout le système éducatif. Dès à présent, ce qui est important, c'est d'avoir les idées claires sur ce que nous souhaitons. Mon objectif est de créer les conditions les plus favorables à l'accomplissement de l'ensemble de vos missions au service des élèves. Pour cela, je souhaite que vous disposiez de plus de temps en établissement afin d'intervenir au plus près des besoins des élèves, au plus près des besoins des équipes aussi, dans une logique d'équipe. Parce que c'est en entourant l'élève grâce à des compétences multiples, grâce à la pluridisciplinarité, que l'on pourra être efficace au service de leur orientation et plus généralement au service de leur épanouissement. Vos missions et vos compétences sont essentielles pour contribuer à la réussite et à l'investissement scolaire de tous les élèves. Nous avons besoin de la compétence psychologique au sein d'un système scolaire. Il n'y a aucun doute sur ce point. Mais la question est comment l'exercer de la manière la plus efficace et je dirais la plus contagieuse. Parce que votre compétence est complémentaire d'autres compétences et qu'en matière d'orientation, nous avons besoin justement d'un éventail de compétences et de l'implication de tous les personnels, à commencer par les professeurs et notamment les professeurs principaux qui sont au quotidien en présence des élèves et qui peuvent ainsi jouer un rôle très important en lien avec vous. C'est ces réflexions qui vont alimenter les décisions futures. Bien entendu, ce que vous avez à dire sur ces questions, notre coopération constructive doivent permettre de tout simplement définir un avenir réussi en matière d'orientation. Nous avons de grands défis en la matière, dans un monde qui change considérablement, dans une civilisation technologique qui est désormais devant nous, pour laquelle nous devons tenir compte à la fois des opportunités qu'elle présente, des risques aussi qu'elle présente, mais surtout des leviers qu'elle nous permettent pour exercer pleinement nos compétences. Je vous remercie pour votre travail, pour votre implication pour la réussite de nos élèves et pour créer ces conditions d'apprentissage et d'orientation favorables à tous les élèves de France. Je vous souhaite de très bons travaux et je vous dis à bientôt. Il est à remarquer que ce n'est pas chaque année que nous avons quand même une vidéo du ministre de l'Éducation nationale. Donc c'est à souligner. Je ne souligne pas le propos, forcément. Donc, en premier lieu, je voudrais déjà vous saluer et excuser l'absence de Madame la rectrice qui vient de prendre ses fonctions sur l'Académie de Bordeaux et la grande région Nouvelle-Aquitaine, donc qui, compte tenu de son emploi du temps, n'a pu venir. Je voudrais aussi excuser le maire de Bayonne, qui nous recevra ce soir à 18h, je spécifie, pour les 150 premiers inscrits uniquement au JNE. On a la liste. Voilà. Parce qu'on ne peut pas, vous étiez très nombreux à vouloir venir à la mairie, mais tout le monde ne peut pas rentrer dans la grande salle, il n'aura pas le privilège de connaître cette grande salle de la mairie de Bayonne. Avec vous sur la tour panoramique. On n'en rajoute pas. Je voudrais l'excuser parce qu'effectivement, il tenait dans un premier lieu à être parmi nous, d'autant que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui. Je voudrais aussi remercier, en tout premier lieu aussi, mes co-coms. Mes co-coms, c'est comme ça qu'on a fini par se définir, c'est-à-dire les co-commissaires, les trois, Denis, Isabelle et moi, avec le soutien de Bernard Lespès aussi. Voilà, on s'est supportés tous les trois dans tous les sens du terme. Nous avions déjà l'habitude de travailler ensemble, mais ça n'a fait que conforter cette envie de travailler, de partager ensemble ces moments parfois délicats, mais toujours surprenants, et ce défi qui, j'espère, au bout des 3 jours, sera réussi. Je voudrais aussi remercier Anaïs et Romain pour l'affiche des JNE. L'affiche des JNE, c'est Anaïs en premier lieu qui était la stagiaire de mon mari en communication visuelle, qui a commencé à la réaliser, et Romain Verdoux, qui est designer à Paris, un ami de mon fils, qui a pris le relais. Donc c'est une histoire familiale. Mais comme nous sommes aussi une grande famille, si on le veut bien. Je voudrais remercier donc nos familles aussi, qui nous ont supportés, surtout ces derniers jours. Je pense que c'est pas triste
avec le stress que nous avons tous en nous pour préparer ces JNE. Je voudrais aussi dire, mais je les remercierai encore une fois à la fin, mais on peut remercier 2 fois, il ne faut pas s'en priver. Je voudrais remercier aussi le lycée Paul Bert et notamment Magali et Violaine, les 2 enseignantes qui nous ont aidés aussi à tout ce qui est accueil avec les élèves qui commencent en section accueil relations clients usagers pour qui ça sera une première expérience. Et quelle expérience pour pouvoir continuer. Donc si on peut les applaudir d'ores et déjà, ça serait pas mal. Merci. Je voudrais remercier, alors c'est vrai que c'est long un peu, ça mais quand même, il ne faut pas passer à côté. Je voudrais remercier aussi Madame la proviseure du lycée Louis de Foix, qui vient d'arriver cette année et qui a répondu à ma demande, sans que je la commande, pour nous prêter les salles du jeudi après-midi pour les ateliers Madame Butazoni, que je connaissais déjà, ça a facilité les choses quand même. Je voudrais remercier aussi l'IUT hier pour l'Assemblée Générale qui, à un moment donné, effectivement, on avait dit qu'on n'avait pas besoin de ça, puis finalement qu'on en avait besoin et qui quand même se sont pliés à notre demande. Donc à tous, un grand merci. Et je voudrais à la fin vous remercier, vous congressistes, sans qui effectivement ces JNE ne pourraient avoir lieu. Donc j'espère que vous allez pouvoir vous régaler. Nous avons mis, Isabelle et moi, pour signifier aussi qu'il peut y avoir un après les JNE, donc Bayonne c'est une ville festive. Nous sommes aux couleurs des fêtes de Bayonne, c'est-à-dire en blanc et rouge. Donc c'est le code couleur. Si vous par hasard vous venez fin juillet pour les fêtes de Bayonne, vous ne pouvez pas y rentrer si vous n'êtes pas en blanc et rouge. On va rentrer dans le vif du sujet. Et le désir que nous avons de réfléchir ensemble au sujet de fond qui nous traverse aujourd'hui a nourri le choix du thème qui sera abordé pendant ces 3 journées. Le psychologue à la croisée des demandes. Demande. Explicite. Explicite. Demande. Implicite. Question. Interrogation. Requête. Sollicitation. Convocation. C'est laquelle celle-là? Injonction. Injonction, ça existe ça? Injonction. Pas que pour les élèves. Commande. Avis. Besoin. Et désir. Et bien d'autres termes encore se rapportant de près ou de loin à la demande. Mais au fond, que revêt le terme de demande? Selon le contexte, selon celui ou celle qui le formule, dans le cadre de nos missions, comment y répondre dans le respect des personnes et de notre professionnalité? Dans la construction de ces 3 journées, nous avons souhaité tout d'abord interroger le cadre dans lequel nous pouvons répondre à ces demandes protéiformes, c'est plus adapté, et toujours plus nombreuses. Nous pourrons alors aborder la demande sous l'angle de l'analyse à partir de l'information recueillie, de modèles théoriques, techniques et méthodologiques, en fonction du consultant, de son environnement au sens large, des projets de vie pour pouvoir envisager des pistes d'action ensemble. Le contexte actuel de notre profession, de nos services, amène à cette réflexion pour plus d'affirmation de nos compétences comme notre volonté de travailler en partenariat au bénéfice des élèves et de leurs familles, afin de contribuer pleinement à cette relation de confiance que nous savons source d'autonomie de réflexion et de choix pour envisager sereinement un projet de vie, un parcours professionnel tout au long de la vie, que ce soit pour les élèves, peut-être pour nous aussi. Alors je vais compléter, je vais dire un petit mot aussi, puisque on est sur une modalité, vous avez vu, de co-commissaire. Donc, moi je suis pas de Bayonne, je suis sur le CIO de Tarbes. Donc on fait quelque chose d'un petit peu innovant, puisque non seulement c'est pas le même département, mais c'est pas la même académie.
Voilà. Mais c'était, comme l'a dit Elisabeth, un défi intéressant à relever. Alors, l'année dernière, au GNE de Lannion, on se posait la question d'une équipe pour prendre le relais sur les prochaines GNE. Et comme c'est toujours, bien entendu, très prenant, des fois, on manque un petit peu de... Donc, on parle dans cette discussion-là de façon très informelle. Hein. Alors, ce genre de petites discussions comme ça, qu'on commence à faire entre collègues, entre amis, il y a des suivis dans ce type de discussion. Et puis, voilà, sur ces petites discussions dont on se dit après, peut-être qu'on n'aurait pas dû participer, on dirait que ça bouge. Voilà. Mais, voilà, il y a un sujet qui me passionne, c'est la psychologie. Il y a une profession que j'ai embrassée en faisant une rencontre très marquante avec une conseillère d'orientation psychologue en 1995. Il y a enfin tous ces psychologues de l'éducation nationale, au CE de Tarbes, dans mon académie, Toulouse. Toulouse est là? Ouais, ça va. Et tous ceux et celles que je rencontre à chaque GNE et avec qui je partage cette implication dans le métier. Et depuis un certain temps, je les vois, je nous vois de plus en plus souffrir, aux prises avec des demandes et des commandes de plus en plus disparates, soudaines, exigeantes. Vous allez me dire, bon, ça a toujours plus ou moins existé. Mais voilà, je trouve que ça s'accentue, ça s'amplifie, ça s'aggrave, ça s'accompagne d'un management proactif, ceux de l'Académie de Toulouse comprendront, et agressif, qui néglige, voire méprise ce qui peut émaner du terrain, qui veut détruire ce qui fait bien. Alors, j'ai spontanément dit, moi j'aimerais bien organiser des GNE qui répondent vraiment à ces interrogations des psychologues sur qui ils sont, à quoi ils servent, les valoriser. Et je crois que c'est un des premiers mots, le premier mot qui m'est venu, c'est les valoriser, nous valoriser dans notre profession. On en a besoin, je pense qu'on ne fait pas assez, on ne regarde pas suffisamment qui on est. Parce que je les entends trop souvent se remettre en question, douter d'eux-mêmes, se trouver toujours en deçà d'une exigence de réussir à répondre correctement aux demandes qu'ils reçoivent. Et aussi leur permettre de réfléchir à tout ce qui fait un psychologue à l'éducation nationale, tout ce qu'ils sont, tout en répondant à une question centrale dans notre métier qui est la demande. Dans quel contexte se situe-t-elle? Contexte politique, idéologique, social. Ça sera le début de nos GNE. On va poser ce contexte avec, dans notre conférence d'ouverture, M. Vincent Calais, qui va parler, on verra le contexte, et l'après-midi aussi avec M. Dedan. La demande a ses modes, les adolescents et leurs demandes aussi. Et puis ce qui fait la différence entre un psychologue et un simple, entre guillemets, conseiller, c'est que le psychologue, il doit travailler sur lui, il doit se poser des questions, il doit prendre du recul, il doit travailler ses propres angoisses et sa propre histoire, pour que sa demande à lui n'interfère pas trop avec celle de celui qu'il est censé aider. Mais voilà, pour la supervision, on repassera. Alors les GNE, c'est ce moment essentiel qui doit nous faire respirer, prendre une pause salutaire, du recul aussi, faire connaissance avec des intervenants qui nous aident à clarifier ce qui se passe autour de nous, en nous, pour nous aider dans ce travail indispensable sur nos pratiques. C'est ce que nous espérons avec ces 3 jours. De la connaissance, de la réflexion, du plaisir d'être ensemble et de faire corps. Merci et bienvenue. Alors, pour clore cette phase des discours d'ouverture, je souhaitais aussi vous adresser, comme traditionnellement, quelques mots. Donc, bien sûr, remercier toute l'équipe qui a travaillé à l'organisation de cet événement, et puis nous aurons l'occasion aussi en clôture de nous remercier encore de tout cela. Bien sûr, remercier les jeunes de la section ARCU et leurs professeurs. J'ai eu la joie, dès que je suis arrivée ce matin à 8h, 8h15, de faire les nœuds de cravate de 2 jeunes hommes qui ne savaient pas faire leur nœud de cravate. Et je me retourne vers leurs professeurs, je leur dis, mais ils n'apprennent pas à faire leur nœud de cravate? Ah bah non. Donc, où apprend-on à faire les nœuds de cravate? Je ne sais pas. Ça, c'est pour l'anecdote.
Nous avons eu aussi voilà, à la fois la découverte et je ne sais pas comment l'entendre, mais effectivement que tous les institutionnels, à part monsieur le Dazel, et puis nous avons aussi une collègue Nio qui a dû partir, je pense, elle aussi, qui était là, qui est, je pense, très significatif de l'univers instable, de l'instabilité que connaît l'institution, c'est-à-dire tous les gens que nous avions contactés au printemps, voire fin de l'été, pour être à cette table en cérémonie d'ouverture, disaient oui, et puis non, et puis ça change. On recontacte au mois d'août les gens qui sont à la nouvelle place, et puis ils disent on voudrait bien, mais on a plein de dossiers, on doit rattraper. Voilà. Je pense que cette instabilité, elle est quand même à remarquer. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas qu'une anecdote le fait que nous n'ayons pas d'institutionnels, c'est qu'eux-mêmes sont plongés dans quelque chose d'instable où les places comme ça sont jouées, voilà, des changements de chaises, des changements de mission. Donc je pense qu'il faut prendre du recul par rapport à ça. Je souhaite saluer aussi des représentants d'organisations, syndicats ou associations qui sont dans la salle et qui représentent des psychologues du premier degré, qui sont par là, voilà. Donc je les remercie d'être là. Et je vais quand même remercier le chargé de com du ministre qui a fait entendre la proposition, puisqu'en fait, le fait d'avoir cette capsule vidéo, alors vous allez peut-être me haïr pour ça, mais j'ai insisté pour l'avoir, en soulignant auprès du ministre et donc du chargé de com que dans la période où on était, en plus dans une période où à la fois beaucoup de choses sont apparemment en train de se décider, mais où en même temps sur le terrain on nous sollicite beaucoup, où toutes les réformes qui sont décidées nous sollicitent, mais on se demande même s'ils comprennent que ça nous sollicite. J'ai insisté en disant que c'était peut-être important d'adresser une parole à la profession et que nos journées d'études étaient l'occasion. J'avais une pensée un peu plus en arrière-plan qui était aussi, l'air de rien, on est dans une époque de communication, c'est-à-dire que le fait qu'il ait pris 5 minutes et que quelqu'un lui ait écrit un discours, c'est 5 minutes où on exige en paysage, sauf qu'à entendre ce qu'il dit, je pense qu'il y a encore du boulot. Voilà. Voilà, je pense qu'il y a encore du boulot. Mais du coup, quelque part, ça s'écrase. Parce que finalement, si l'on réfléchit bien, quelle trace avons-nous de la parole du ministre par rapport à ce qu'il peut, à la façon dont il envisage, on va dire, globalement le corps des psychologues de l'éducation nationale et plus spécifiquement nous, spécialistes des questions d'éducation, de développement et de conseil en orientation. Cette parole-là, a priori, on n'a rien d'écrit, on n'a rien. Donc là, moi je me dis, c'est un point de départ pour dire, attendez, on va peut-être discuter, parce que là vous avez dit des trucs, on va discuter, voilà. Donc ça, c'est traces, et les traces sont importantes. Pour poursuivre, et toujours en lien avec ce discours, c'est vrai que c'est un discours assez positif. Je pense que vous avez peut-être tous entendu en cette rentrée le ministre dire que c'était la meilleure rentrée qu'il ait jamais connue. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, parce que ça valait son peu. Voilà, il fallait l'entendre. Alors moi, j'aurais entendu dire, par rapport à l'Assemblée générale que l'on a eue hier, l'état des situations locales dont nous faisaient part nos collègues, qu'il s'agisse de nos services, qu'il s'agisse des CIO, des services en rectorat, qu'il s'agisse de l'ONICEP, des DRONICEP, qu'il s'agisse des collègues qui interviennent à l'université, qu'il s'agisse des collègues qui interviennent en quartier mineur ou auprès des tribunaux, puisque nous avons cette diversité de lieux où nous intervenons auprès d'adolescents. Et parallèlement, tout ce que nous voyons du côté des enseignants, de la scolarité des élèves, le fait qu'il n'y ait pas de place, qu'il y ait des places, une tension incroyable dans certains secteurs sur les places, moi j'aurais plutôt envie de dire à M. Blanquer, notre ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, non, M. Blanquer, le compte n'y est pas. Voilà, le compte n'y est pas. Il y a un problème, soit on vous
fait pas, quelqu'un quelque part ne vous fait pas remonter les bons chiffres. Moi, par exemple, sur mon secteur, je connais un collège où il y a 19 élèves de 6e, des tout petits, c'est leur collège de secteur, il n'y a pas de classe. Mais il n'y a pas de moyen pour ouvrir une classe. 19 élèves de 6e, en ce moment, depuis 3 semaines, ne sont pas à l'école. Donc non, le compte n'y est pas. Il y a de vrais problèmes. Il y a une réalité que tous les discours de communication ne vont pas effacer. Nous sommes là pour dire non. Si l'on prend maintenant plus spécifiquement ce qui se passe pour vous, donc pour moi, pour nous tous, psychologues de l'éducation nationale, directeurs des CIO, tous les personnels des services, que ce soit en CIO, que nous intervenions en collège, lycée, université, DSDEL, rectorat, DRONICEP, ONICEP. J'en refais la liste parce que n'oublions pas que nous avons cette diversité de lieux qui sont importants. Cette ambiance qui est délétère me paraît en plus contre-productive. On a fait déjà référence au rapport Charvet. 27 préconisations à partir desquelles Monsieur le ministre devrait prendre des décisions d'ici mi-octobre. Alors je les ai amenées, je les ai là, les 27 préconisations, mais on va pas s'embêter tout de suite à les relire, on pourra en rediscuter. Moi, ce que je voulais, c'est mettre en avant plutôt une des préconisations qui, finalement, comment dire ça ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait rencontré M. Ferrero au ministère, il nous avait dit que tout ce qui allait se passer au niveau des réformes de l'orientation, c'était le sens de l'histoire. Et là, en fait, dans les préconisations, il y a une des préconisations qui est de créer une certification de référent information-orientation pour les professeurs, les CPE, voire des enseignants du premier degré. Or, le sens de l'histoire, c'est que ça avait été proposé dans les années 67. Donc vous voyez que le sens de l'histoire, si c'est ça le sens de l'histoire, ça s'appelait le plan Laurent. Donc Jean Guichard, que vous devez tous connaître, a écrit un texte que vous retrouverez sur notre site, où il fait un petit retour comme ça, où il explique ce que était le plan Laurent et quels étaient nos objectifs. Si c'est ça le programme, eh bien, interrogeons-nous et préparons-nous à ne pas être d'accord. Nous le sommes déjà, mais vraiment, je crois qu'il faut prendre conscience que ce sens historique est un sens historico-politique. Quelque chose ne s'est pas fait à un moment, c'était en 67. Il y a eu 68 qui a arrêté certains de certains choix qui étaient peut-être en train de se construire. Une autre école a émergé. Je ne dis pas que cette école-là était parfaite, mais c'était une école qui, en tout cas, avait une vision des individus, leur émancipation, du rapport au savoir qui était importante. Et ce n'est peut-être pas cette vision qui nous vient des années 67. Je voudrais par ailleurs interroger, de manière plus logique, un peu plus pragmatique, cette idée de confier des missions et de donner des certifications en orientation à des enseignants ou des CPE. J'en discutais avec des enseignants des établissements où j'interviens. Alors certes, il y aura sûrement des enseignants qui ont peut-être envie ou qui souhaitent avoir ces certifications, mais les enseignants que je connais me disaient « mais on n'a déjà pas assez d'heures pour faire nos cours ». On a déjà des difficultés dans la pédagogie de nos propres matières. En quoi est-ce que s'il y avait une pédagogie de l'information et de l'orientation, en quoi si nous avions une certification en tant qu'enseignants sur l'orientation, nous arriverions à faire des choses que nous n'arrivons pas à faire dans nos propres disciplines. Du coup, alors c'était un enseignant qui me disait, mais du coup, ça veut dire qu'il y a des élèves qui sont mauvais en orientation, comme il y a des élèves qui sont mauvais en français et mauvais en maths. Est-ce que parce que ça donne ça. Si on est dans une pédagogie, il y a toujours des personnalités, des gens qui sont à des périodes, des moments qui résistent à la pédagogie. C'est même normal, ça va de soi. Donc, je pense qu'il y a aussi des enseignants qui réfléchissent que c'est un non-sens. En tout cas, le sens de cette certification, et là je vais le faire de manière un peu plus provocatrice, s'il y a des profs qui ont des heures
à passer, à s'occuper de l'orientation, je me demande pourquoi il ne serait pas plus utile qu'il les passe à faire du soutien dans une discipline ou sur la méthodologie ou en tout cas sur du scolaire. Donc je le dis de façon provocatrice. D'une autre manière provocatrice, je pourrais dire, mais dans ce cas-là, nous, psychologues de l'éducation nationale, pourquoi est-ce qu'on ne passerait pas des certifications en français, en maths? Moi, ça me paraît facile. Pourquoi tous ces gamins qui n'arrivent pas en français ou en orthographe? Moi, je me sens capable, il suffit que je fasse une certification. Je plaisante, hein, c'est une boutade. Hein. D'accord, c'est pour pousser le raisonnement. Il y a un moment, il n'y a pas de raison. Tous ces enfants qui sont en difficulté scolaire, pourquoi est-ce que nous ne passerions pas une certification? Je dis bien, ce n'est pas une chose que je demande. C'est juste pour pousser le raisonnement en forme de boutade, pour obliger ceux que nous aurons en face de nous, que ce soit des enseignants, des chefs d'établissement, de leur dire, mais regardez ce que vous êtes en train de faire, vous déclassez un problème. Parce que je pense que la question, elle est là. C'est est-ce que, du coup, il ne s'agit pas de déplacer le problème, de prendre en charge la difficulté scolaire, de prendre en charge toutes les formes de difficultés scolaires par l'orientation, voire l'orientation information, affectation, et non pas celle qui prend en charge les dynamiques. Parce qu'effectivement, on résoudrait le fait que certains élèves, pour certains enseignants, sont considérés comme n'étant pas à leur place par rapport aux difficultés qu'ils ont. Donc c'est la question que je pose. Est-ce que c'est ça qui est en train de se passer? C'est-à-dire en confiant des missions et des certifications d'orientation à des enseignants, vouloir résoudre, quelque part, d'une autre façon que par le pédagogique, les problèmes de difficultés scolaires. C'est une question. Mais bien sûr que je pense que c'est ça. Que ça soit clair. Pour revenir au thème de nos journées d'études, qui a été proposé par l'équipe, comme l'a si bien décrit Isabelle, j'ai rédigé quelques lignes que vous retrouverez dans l'édito de la lettre. Moi, ce qui me paraissait intéressant dans le thème, c'est bien sûr cette idée de la demande, des demandes. Mais pour aller plus loin que cette question-là, je me demande aussi dans quelle mesure les commandes que l'on nous fait, ne sont pas elles aussi à analyser comme on peut le faire pour les demandes. C'est-à-dire que je pense que souvent aussi, et d'autant plus dans un milieu et une institution qui est un peu en désarroi, en déstabilisé, beaucoup de commandes sont aussi, si nous sommes psychologues et que nous prenons ce temps de la pensée, sont à écouter comme des choses à analyser, des choses à comprendre avant d'y répondre. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de commandes que nous font les équipes, les chefs d'établissement, les professeurs, sont aussi maladroites, ne disent pas directement ce qu'elles veulent, peuvent être, voilà, le petit titre, c'est la demande de bilan. Voilà, il faudrait que tu vois cet élève pour faire un bilan. Mais parce que c'est ce qui semble peut-être le plus simple à demander et qui apparaît du coup comme une commande, mais est-ce que ces commandes ne sont pas aussi à accueillir et à analyser comme on peut faire une demande pour essayer d'aider à mieux comprendre leur formulation. Est-ce que j'ai pas la notion du temps? 10h25, on est bien. Très bien. Bon, je vais écourter et ne pas allonger par rapport à tout ce qui va se discuter dans le congrès. Je pense que les invités, les intervenants que nous avons vont vous permettre d'envisager tous les aspects de cette question. On pourra aussi reparler de l'influence qu'ont les nouvelles technologies, qui était le sujet de l'année dernière, mais je pense que dans ce poids des demandes et des commandes, et dans cette notion de pression de tout ça et d'être à la croisée, les nouvelles technologies ont leur responsabilité, puisque d'une certaine manière, il faudrait constamment être dans une immédiateté de réponse, et que le temps à penser, le temps que l'on a besoin pour penser, est du coup réduit par ces technologies. Et donc, plus modestement, comme le disaient Isabelle et Elisabeth, c'est un peu de cet espace à penser que nous essayons de créer chaque année pour vous, lors des Journées nationales d'études. Ainsi, les membres de l'équipe organisatrice
en collaboration aussi avec les membres du conseil d'administration de l'APSIEL, qui sont dispersés un peu partout, mais que vous pourrez retrouver pendant toute la durée des JLE. Nous avons pris du temps. On a pris notre temps pour penser, organiser ce programme, qui va donc examiner sous différents angles la question de la place des psychologues à la croisée des commandes et des demandes. Ce sont des heures de travail bénévole, je tiens à le rappeler, donc merci encore, avec 1001 choses à préparer, 1001 détails à ne pas oublier, et donc sans perdre de temps et sans vous commander, je n'aurai qu'une demande, prenons du bon temps lors de cette 68e édition des JLE. Merci.